La crise mondiale provoquée par le Covid-19 remet en cause le cadre de réflexion sur la mondialisation des échanges, auquel se référait le monde académique occidental depuis plus d'un demi-siècle. Les grilles de lecture sont à revoir pour ne pas répéter les mêmes erreurs relatives à une vision dogmatique de l'économie de marché. Alors Christian, moi j'aurais une question. Dans ce contexte, le monde académique ne devrait-il pas être en première ligne? Alors la question est importante vu ce qui va se passer par la suite. Oui, bien sûr, il devrait être en première ligne. On sait que c'est un monde qui prend le temps de la réflexion, comme on dit, mais on voit déjà poindre quelques prises de position qui indiquent peut-être qu'il va y avoir un changement de posture par rapport à ce qu'on a connu auparavant. Alors tu sais que tous les deux, on s'est, au cours des longues années qui constituent notre aventure commune, intellectuelle, il est clair que ce monde académique, en tout cas, on le voyait plutôt très englué dans un univers référentiel lié au monde anglo-saxon. Tout cela a une histoire sur laquelle on peut revenir, bien sûr, mais qui l'a empêché pratiquement d'anticiper ou du moins d'identifier l'évolution du monde actuel. Et ça, c'est une question qui me semble absolument vitale, c'est est-ce qu'enfin on va assister à une remise en question? Deux, trois points de repère quand même qui me semblent très importants de rappeler avant d'entamer cette conversation. Le premier, quand je dis le monde académique était englué dans le monde anglo-saxon, c'est d'abord constat d'un rapport de force après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que les États-Unis se sont substitués à l'Europe dans l'économie de la connaissance, du moins dans ce qu'elle était à l'époque, c'est-à-dire essentiellement un monde d'édition et un monde de formation. Et les Américains ont réussi en fait plusieurs challenges en un. Le premier, c'est de créer des concepts auxquels l'ensemble du monde académique occidental et européen et français en particulier ont adhéré progressivement. Donc ils sont apparus comme des novateurs à travers des concepts comme le management, comme le capital risque, la gestion, le marketing, etc. Très orientés sur le fonctionnement du monde de l'entreprise. Deuxièmement, ils ont pris le contrôle en fait du système de valorisation de la connaissance parce que les maisons d'édition européennes qui prédominaient avant-guerre ont commencé à avoir des difficultés, ont subi le choc de la Seconde Guerre mondiale, ont eu du mal à se remettre en place en posture de domination ou du moins de prédominance cognitive, j'ai envie de dire. Et les Américains se sont substitués petit à petit au système européen et ont créé leur propre système d'édition qui a abouti à un troisième point essentiel, c'est qu'ils ont par cette domination de facto du marché de l'édition scientifique, ils ont créé un système de valorisation par les fameuses revues notées, leur système de ranking comme ils disent. Et ces trois points-là ont fait que finalement on fasse petit à petit, après quelques périodes de résistance, je pense par exemple à l'après-guerre, le commissariat général au plan avait sorti un rapport sur la manière de garder la maîtrise de sa comptabilité nationale pour un pays, la France en l'occurrence. L'Institut français de gestion était un peu issu de cette démarche, c'est ce que m'avait expliqué, rappelle-toi Nicolas, je pense que c'était encore à l'époque d'Intelco, j'avais commencé à prendre des contacts avec ces gens-là, avec l'IFG et à l'Institut de la Haute Finance, et le DG de l'époque de cet organisme disait je vais vous raconter mon histoire, vous allez être surpris, c'est un peu la même que l'intelligence économique. Il y a eu un rapport du plan et après il y a eu la création d'une école et malheureusement l'idée de départ qui était de garder la maîtrise de la comptabilité nationale, on l'a perdue et plusieurs décennies après l'IFG est passé hélas aux oubliettes dans sa formule initiale qui était une volonté de ne pas dépendre justement d'un système extérieur sur un point essentiel. Donc, ce monde académique, il a reculé petit à petit sous la pression à la fois du contexte guerre froide, c'est-à-dire les États-Unis donnaient le là, pas simplement dans le domaine militaire, sécuritaire, géopolitique, ils l'ont donné dans bien d'autres domaines, et notamment dans le développement de l'économie de la connaissance. Et c'est la raison pour laquelle les différents enseignants-chercheurs qui sont apparus sur le marché de la formation entre 1960 et 90
sont rentrés petit à petit dans ce pli-là, c'est-à-dire pour exister, pour faire carrière, pour être reconnu au niveau international, il fallait de fait publier des articles dans des revues anglo-saxonnes et passer sous les fourches codines du processus pour être publié, ce dont on ne parle malheureusement pas assez, c'est-à-dire une maîtrise parfaite de la langue. Et je me souviens, on a croisé des enseignants-chercheurs français qui étaient pratiquement bilingues en anglais, mais ça suffisait pas. Il fallait que pour tenter d'avoir une bonne note dans une revue réputée, il fallait quand même qu'ils dépensent de l'argent pour avoir un contrôle sur la traduction pour qu'elle soit la plus conforme à l'état d'esprit de ceux qui allaient évaluer l'article. Et bien entendu, au-delà de la maîtrise de la langue, il y avait d'autres critères. Et c'est là où, entre guillemets, le bât blesse, c'est-à-dire que les sélectionneurs, entre guillemets, d'outre-Atlantique étaient prêts à accepter un certain type d'articles, mais pas prêts à en accepter d'autres, et notamment, bien entendu, tous les articles qui pouvaient créer des interférences par rapport à leur propre système de pensée. Donc vous imaginez bien que tout ce qui pouvait porter sur les notions telles que nous les pratiquons, Nicolas et moi, de guerre économique, de rapport de force, d'affrontement entre puissances, de problématiques d'accroissement de puissance par l'économie, tous ces sujets-là, en allant bien entendu jusqu'à l'analyse des pratiques, qu'elles soient ouvertes ou fermées, tous ces sujets-là étaient tabous. Pourquoi ? Parce que force est de constater que dans les 50 ans qui ont suivi l'après-guerre, la puissance à la manœuvre, c'était d'abord les États-Unis, et que la France était une puissance qui avait énormément perdu de sa voilure, comme on peut dire, et n'avait pas les moyens comparables à ceux des États-Unis, et encore moins, d'une certaine manière, l'envie ou la pensée stratégique pour être un pays aussi conquérant. Donc ce monde académique, il a été un peu, je dirais, pas pris en otage, mais enfermé dans cette bulle que la guerre froide a consolidée, parce qu'il ne s'agissait pas en plus que le monde académique se mette à entrer en dissidence. Alors même s'il y avait énormément de gens de gauche, d'idéologie marxiste, d'extrême gauche au sein de ce monde académique, ces individus-là amener des grilles de lecture qui étaient très très portées sur une interprétation idéologique des sciences humaines, mais n'avaient pas du tout de grille de lecture, en revanche, sur comment donner à un pays comme le nôtre une autonomie de réflexion pour ne pas dépendre, par exemple, de l'autonomie de réflexion américaine dès lors qu'on acceptait que la grille de lecture analyse comparée des puissances, c'est-à-dire France, États-Unis, par exemple, sorte du cadre idéologique et qu'on rentre dans un cadre non pas neutre, mais un cadre de longue histoire, devrais-je dire, c'est-à-dire que les rapports de force économique entre la France et les États-Unis n'étaient pas simplement conditionnés par l'exploitation de l'homme par l'homme, par les critères marxistes tels qu'ils étaient définis au sein de l'université à cette époque. Donc, le monde académique, dans une deuxième séquence, après la chute du mur de Berlin, après l'effondrement du gauchisme, même s'il a persisté par poche ici et là dans certaines villes universitaires, ce monde académique, finalement, a pris l'habitude de s'auto-censurer, de respecter les critères d'évaluation, et on en est arrivé dans les années 2000 jusqu'à la période actuelle, c'est-à-dire les 20 années qui viennent de s'écouler, à une véritable caricature dans le sens où il fallait s'aligner pour avoir une chance de s'aligner sur ce que pensaient les Américains et leurs critères d'évaluation, pour avoir une chance d'être publié et d'avoir une note à peu près convenable pour peu que ça soit possible. Donc on en est là, et moi j'ai envie de te poser la question, Nicolas, après ce long cheminement, que se passe-t-il dans ce monde académique ? Parce que toi, tu fais partie des pionniers qui essaient d'en sortir, entre guillemets, de cette espèce de bulle qui bride un peu la pensée. Et tu viens de publier un article dans la revue française de gestion, ce qui est plus qu'intéressant, puisque cet article que tu as écrit avec Olivier Coussy, et il a un titre qui sort complètement de la grille de lecture américaine, celle qu'ils sont prêts à admettre, en tout cas, l'extension du domaine de la prédation, la vente d'Alstom à Général Electric. Alors là, tu mets les pieds dans le plat. Et comment tu vois ça ? Comment d'abord tu as pu l'écrire ? Pourquoi la revue française de gestion a accepté de le publier ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça bouge de ce côté-là ? Oui, alors peut-être avant de parler de la revue française de gestion, peut-être faire effectivement une petite généalogie. Pourquoi je me suis intéressé à ce type de sujet? Et pour reprendre ce que tu as dit auparavant sur le système de publication largement dominé par les anglo-saxons, moi j'ai découvert, lorsqu'on était à Intelco, en travaillant pour le secrétaire général de la Défense nationale, j'ai découvert en travaillant sur le conflit qui avait opposé le français Luc Montagnier à l'américain Robert Gallo sur la paternité de la découverte du virus du sida.
C'était une bataille de publication dans un premier temps, puisqu'il s'agissait pour l'équipe de Luc Montagnier de faire reconnaître leur découverte du HIV dans des revues américaines ou britanniques. Et ils sont très vite retrouvés confrontés à ce système de reviewing où les personnes qui les relisaient, qui finalement acceptaient ou pas leur papier, avaient également des intérêts stratégiques et économiques. Ça a été le cas donc de l'Américain Robert Gallo. Et l'Américain Robert Gallo s'est empressé non seulement de récupérer la paternité, mais aussi de bloquer l'accès de Luc Montagnier à certaines revues et à certains colloques scientifiques. Donc déjà, ça a été une première étape, je dirais, dans ma compréhension que derrière ce système qui pouvait paraître finalement un système scientifique, international, mondial, se cachaient finalement des rapports de force géoéconomiques et des rapports de force impliquant des puissances nationales. Puisque derrière un chercheur, bien sûr, comme l'Américain Robert Gallo, c'est toute une machine de guerre américaine qui s'était mise en marche. Ça, c'est la première idée. Et puis très rapidement, j'ai aussi travaillé sur la question de l'influence que pouvaient avoir ces systèmes de publication sur l'ensemble du monde académique, parce que les auditeurs qui nous écoutent, ils pourraient se dire, après tout, c'est une histoire de chercheurs entre eux, et puis ces histoires d'articles, finalement, est-ce que ça impacte vraiment les entreprises ? Oui, ça les impacte notamment dans la formation des managers, parce que les écoles de commerce françaises sont tombées dans le piège, contrairement d'ailleurs aux écoles d'ingénieurs françaises. Elles sont rentrées dans le système des accréditations américaines. Et ces accréditations demandent que les professeurs de ces business schools, l'école supérieure de commerce maintenant se renommant business school, et c'est pas anodin, devant prouver qu'ils publient dans des revues scientifiques de haut rang, qui sont, pour la plupart, en tout cas pour celles qui ont le plus d'étoiles, anglo-saxonnes. Et ça, on y reviendra parce qu'il y a vraiment une question aussi sur la classification. Et donc, petit à petit, ces écoles de commerce ont délaissé ces enseignants qu'on trouvait souvent dans les écoles supérieures de commerce, c'est-à-dire d'anciens chefs d'entreprise ou consultants qui décidaient de faire une deuxième carrière pour transmettre leurs connaissances. Ça a complètement transformé l'organisation de ces écoles qui doivent recruter pour être accréditées des personnes qui ont un doctorat, des personnes qui publient dans les revues scientifiques, qui peuvent être totalement déconnectées du terrain, voire avoir rarement mis les pieds dans une entreprise, mais enseigner à de futurs managers finalement beaucoup plus des dogmes que des choses pragmatiques. Et donc ça peut avoir un impact direct. Et évidemment, c'est pas du tout négligeable ensuite sur la pratique. Et il se trouve, et je pense que c'est pas un hasard d'ailleurs, si par rapport à cette domination anglo-saxonne, les premiers à avoir réagi sont justement les sciences de gestion, notamment dans une tribune qui avait été publiée en 2019 dans Le Monde, où de nombreux professeurs d'universités ou de grandes écoles en management se sont insurgés contre cette domination des revues anglo-saxonnes. Par exemple, je lis juste un extrait de leur tribune. Nous, chercheurs en sciences de gestion en poste dans des universités, des IUT, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des grandes écoles en France ou à l'étranger, demandons que le CNRS et la FNEJ cessent cette discrimination et accordent à quelques revues françaises un classement de rang 1. La recherche francophone en sciences de gestion possède une histoire riche et n'a aucune raison d'accepter une soumission à un ordre anglo-saxon qui serait par nature supérieur. Là, je crois qu'il y a vraiment eu un point de bascule et que finalement, aujourd'hui, on assiste à une prise en compte, à une révolte, on pourrait dire. On assiste aujourd'hui à une révolte d'une partie du monde académique. C'est un point important, ça, ce que tu soulignes, parce que je n'ai pas le sentiment qu'il y en ait eu précédemment des révoltes de ce type-là. Alors, je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu des révoltes aussi institutionnalisées, mais on peut retrouver des écrits ici et là, des ouvrages académiques. Je cite un titre d'ouvrage, L'américanisation de la recherche. On peut citer Claude Agege, le linguiste, professeur au Collège de France, qui était le premier à s'insurger contre cette domination excessive de l'anglais sur la science. Parce que, quand même, et c'est pas un hasard, si c'était un linguiste qui le disait, on ne pense pas en dehors des mots. Et donc, on ne pense pas en dehors des langues. Et on a la manière de s'exprimer, la langue qu'on utilise n'induit pas la même pensée. Et dès lors qu'on n'a pas la même pensée, on n'agit pas de la même manière. Donc, il ne faudrait pas croire que toutes ces histoires de l'anglais, du français, etc., ce sont des détails pour communiquer. Ce ne sont pas des détails, ça impacte évidemment non seulement la production de connaissances, mais les schèmes idéologiques, les schémas mentaux, et donc nécessairement ensuite la manière dont on va appliquer les règles qui sont diffusées dans les revues. Alors justement, par rapport à tout ça, la question que je voulais te poser, c'est qu'on sent aussi que si ça bouge, entre guillemets, ou ça commence à bouger, en particulier du côté des sciences de gestion, c'est aussi parce que le système bouge. C'est-à-dire que le quatrième point d'entrée, j'en ai cité 3 tout à l'heure, mais le
quatrième point d'entrée et de domination, entre guillemets, dans notre système par les États-Unis, c'est la restructuration des enseignements et du mode d'organisation des enseignements. Et on voit bien que l'introduction des bachelors bouscule pas mal de lignes au sein du monde universitaire français, on peut les comprendre, puisque ça remet finalement en cause le système que les Français s'appliquaient avant. Et le fait de voir apparaître des structures totalement privées avec une formation, on pourrait dire différente, parce que l'esprit d'un bachelor n'est pas forcément le même que les premières années d'enseignement supérieur qu'on retrouve au sein de l'université. Est-ce que c'est pas ça qui a aussi incité une partie, en tout cas, des professeurs d'université en gestion ou de maîtres de conférences d'ailleurs, à changer de posture et à commencer à essayer de retrouver une certaine marge de manœuvre, voire d'autonomie par rapport aux anglo-saxons? Oui, c'est un élément. Je pense qu'il y a d'autres éléments importants. Il ne faudrait pas oublier que, mais tu le sais bien pour être un spécialiste des empires, qui a aussi beaucoup changé la donne, c'est qu'à côté de l'empire américain est apparu un nouvel empire, qui est la Chine, et que la Chine, au niveau scientifique, ces dernières années, a pris une place très importante, commençant par mettre en place un classement, fameux classement de Shanghai. Ensuite, par des opérations de recrutement des meilleurs talents, et notamment d'ailleurs des Chinois expatriés dans le monde. Hein, c'est la fameuse opération 1000 talents dans le cadre de Made in China 2025. Et que petit à petit, le centre de gravité se déplace. Et que, évidemment, un certain nombre de chercheurs se disent, bon, aujourd'hui, ce système impérial américain sur la science ne se retrouve pas tellement dans les principales publications, dont beaucoup maintenant viennent d'Asie. Et puis surtout, le système s'est effondré. Prenez l'exemple des grandes écoles de commerce françaises. En voulant suivre le modèle américain, eh bien, se retrouve dans un jeu mortifère. Pourquoi ? Parce que en recrutant des chercheurs, des professeurs qui ont un certain niveau, elles ont finalement, comme dans le football, mis en place un espèce de mercato permanent de course, entre guillemets, au talent, qui fait que ces personnes coûtent de plus en plus cher, et donc il faut augmenter les droits d'inscription, et donc ça pose quand même énormément de problèmes dans la société, parce qu'on est face à une espèce de bulle, et les écoles de commerce ont du mal à s'en sortir, et il y a même eu des crashs industriels. Il n'est pas impossible que dans les années qui viennent, d'autres écoles de management, d'autres business schools s'effondrent de la même manière, parce qu'elles sont rentrées dans un système où elles ne vont pas pouvoir suivre le rythme imposé. Il y a un élément qui se rajoute à ce que tu dis, on en avait parlé tous les deux, c'est que se crée un phénomène de dépendance. Et on voit bien qu'avec le Covid-19, dépendre de la Chine pour avoir des produits sanitaires de première nécessité, c'est devenu quelque chose de complètement aberrant et d'incompréhensible. Et on ne comprend toujours pas comment les politiques précédents aient pu commettre l'erreur majeure de ne pas accepter de réfléchir à une telle question. Je pense notamment, il n'est pas le seul, mais à François Hollande, président de la République, qui est quand même le grand responsable de la destruction de stocks de masse. Je serais curieux de savoir un peu ce qu'il va nous expliquer un jour sur sa manière d'avoir pris une telle décision. Mais on voit bien que la dépendance apparaît aussi dans l'économie de la connaissance, puisque pour essayer de trouver de l'argent, ces écoles de commerce dont tu parles, elles sont à la recherche d'étudiants chinois. Et on voit bien qu'aux États-Unis, un des énormes problèmes du monde universitaire américain, c'est la dépendance des universités américaines et pas forcément les mauvaises ou les plus bas de classement pour aller chercher cette clientèle chinoise qui leur amène beaucoup d'argent en frais d'inscription et dont elles ont absolument besoin. Ce qui aboutit d'ailleurs à des choses assez paradoxales puisqu'il y a une forme d'autocensure qui se crée. Donc on en avait déjà une à l'égard du monde anglo-saxon, on en rajoute une seconde à l'égard du monde chinois puisque pour conserver cette clientèle, bien entendu, on ne va pas se mettre à écrire des articles qui pourraient incriminer la Chine, etc. Donc on est dans des phénomènes vraiment de double dépendance aujourd'hui et les écoles de commerce françaises, et c'est ça qui est d'ailleurs ahurissant, continuent à garder ce cap, c'est-à-dire un peu à la recherche, non pas du temps perdu, mais vraiment de garder ces quotas d'étudiants chinois qui, entre guillemets, leur permettent non pas d'équilibrer leurs comptes, mais d'être moins déficitaires. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Oui, elles tombent dans le même piège que les universités américaines, qui ont beaucoup de soucis à se faire, je pense, parce qu'effectivement, les Chinois, après être allés chercher la connaissance aux États-Unis en management, maintenant sont parfaitement capables d'avoir des universités ayant un niveau d'excellence même supérieur à celui des universités américaines. Et en plus, avec des problèmes de pandémie, je ne vois pas pourquoi les étudiants chinois ne reviendraient pas en Chine, ce qui va poser évidemment un problème aux Américains, qui en plus recrutent des enseignants-chercheurs, qui la plupart du temps, ne sont pas américains. C'est un système un peu aberrant où finalement on délègue, on
sous-traite la production de connaissances à l'immigration et on a besoin en plus de l'immigration pour arriver à joindre les deux bouts et avoir un business model qui fonctionne. Donc on va vers une bulle académique aux États-Unis. Les États-Unis étant quand même un pays spécialisé dans les bulles, quand elles sont pas immobilières ou financières, eh bien, elles sont académiques, avec des étudiants qui sont endettés pour des années pour payer leurs études. Un avenir très très sombre côté américain. Et ça m'amène à une dernière interrogation, c'est que ce monde académique que tu connais bien, puisque tu en fais partie en tant que professeur d'université à l'IE de Poitiers, est-ce qu'il va continuer à tourner le dos à une démarche stratégique globale? C'est-à-dire, est-ce que le monde académique français va commettre la même erreur que l'édition scientifique française, qui a été hélas battue en race campagne, j'ai presque envie de dire, non pas après s'être courageusement défendue, mais tout simplement parce qu'elle a même raté le train de la définition d'une stratégie pertinente pour maintenir ses positions. On avait vraiment des maisons d'édition très solides, aussi bien en sciences exactes qu'en sciences humaines. Leur nombre s'est réduit comme une peau de chagrin et leur résonance aujourd'hui est très faible au niveau mondial. Est-ce que ce monde académique français va continuer à rester inerte, à camper sur des positions j'ai presque envie de dire, de rente? C'est-à-dire que tous les professeurs d'HEC, de l'ESSEC, de l'ESCP, de l'INSEAD qui étaient alignés sur le savoir-faire anglo-saxon et dont ils tiraient d'ailleurs une partie de leur légitimité, est-ce que ces gens-là, dont une grande partie est en fin de carrière, vont oser se remettre en cause? Moi, je suis très pessimiste par rapport à ça. Je pense qu'ils en sont totalement incapables. Ce serait une déchirure totale parce que ça voudrait dire couper le cordon ombilical avec le pays dont ils dépendent, qui n'est pas la France mais les États-Unis, pour faire preuve d'audace, pour se réinventer, pour faire évoluer leur mode d'enseignement, pour l'adapter surtout au contexte qui est devant nous et qui va être un contexte terriblement difficile. La reprise va pas évacuer comme ça la situation qu'on va découvrir petit à petit. Donc, est-ce que si du côté des écoles de commerce, j'attends très peu de changement de cap, est-ce que du côté du monde universitaire, on peut espérer en voir un, bien que le monde marxiste qui aurait pu reprendre le train en marche en se débarrassant de ses oripeaux idéologiques, soit toujours aussi à côté de la plaque et, à mon avis, n'ait pas envie de se battre pour des tas de raisons. Ce sera un vrai sujet d'émission pour plus tard, ça, et j'y tiens d'ailleurs. Mais comment tu vois les choses? Est-ce qu'il y a une nouvelle génération d'enseignants-chercheurs qui va nous surprendre, dans le bon sens du terme, pour enfin aller de l'avant et reprendre de l'autonomie stratégique en matière de pensée? Le monde académique, il est extrêmement complexe. D'un côté des grandes écoles, de l'autre côté les universités, et puis encore d'un autre côté le CNRS. Un paysage très hétérogène. Il faut savoir que le monde académique, en plus aujourd'hui, c'est beaucoup d'anciens chercheurs jeunes qui arrivent, qui viennent de l'étranger, dans beaucoup de disciplines. Ils viennent notamment des pays du Maghreb, puisqu'il y a un vrai problème d'attractivité des carrières. Donc, pour répondre à ta question, moi je ne crois pas effectivement à la remise en question des personnes en place. Je pense qu'il faut d'une part que cette génération-là s'en aille, et puis comme toujours dans l'histoire humaine, il faut qu'il y ait une lame de fond et des événements qui viennent totalement remettre en question cette domination anglo-saxonne. L'événement principal, je pense, ça va être l'importance prise par la Chine dans le monde académique. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que malheureusement, on va se retrouver encore devant une certaine forme d'inertie. La chose que j'espère ardemment, c'est parce que je crois toujours peut-être, parce qu'il faut croire au côté imprévisible de la jeunesse dans sa manière de se régénérer, d'inventer de nouveaux courants d'idées, de changer de posture. Je pense qu'on n'aura pas le choix. C'est-à-dire que déjà dépendre d'un pays comme on l'a été pendant plus d'un demi-siècle, c'est lourd à porter comme fardeau, mais de dépendre de deux pays qui plus est sont en situation antinomique, c'est impossible. Donc le fardeau sera trop lourd et nos épaules craqueront. Donc ça veut dire qu'il va falloir se révolter au sens de reprendre en main notre manière de penser différemment que les Américains ou que les Chinois. C'est ça le vent de liberté va nous offrir cette crise et c'est son côté totalement paradoxal. Et ce vent de liberté, il ne pourra exister que si les jeunes en comprennent le sens et la nécessité. J'ose espérer que nous ne rentrons pas de déclin absolu où on accepte la soumission et on se transforme en Disneyland Academy ou en, je ne sais pas quel est l'équivalent de Disneyland en Chine, et pas plus. Et ça serait dramatique.